Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi dans notre édition en 3 parties, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis Territoire d'info avec l'invité politique en direct ce matin, c'est Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux élections européennes qui sera en direct sur ce plateau, enfin Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire. Tout de suite je vais vous présenter le JT des territoires réalisé avec les télés locales et le réseau Via Télévision. A tout de suite. On démarre ce JT avec la grand-messe de l'écologie. Plus de 2500 manifestants se sont réunis samedi à Metz en marge du G7 Environnement qui a débuté dimanche et hors du périmètre de sécurité imposé par l'organisation. Leur but, sensibiliser une nouvelle fois à la nécessité d'agir pour l'avenir de notre planète. Un reportage de Timothée Girard pour Via Mirabel, notre partenaire. Donc c'est la nouvelle génération qui est avec nous et qui se bat pour avoir un futur. Ils sont venus de partout. Au sein du cortège, plus de 2500 manifestants sont venus de tout le Grand Est, mais aussi de Paris, de la Belgique ou encore d'Allemagne. Ce samedi à Metz, en plein G7, cette marche très particulière s'est faite autour du périmètre de sécurité lourdement gardé par les forces de l'ordre. Ils sont 7, nous sommes 7 milliards. Ce slogan a été scandé tout au long de l'après-midi par les manifestants, y compris par Victor, 14 ans, devenu une figure locale de l'engagement pour le climat. Le climat c'est très important pour nous, pour l'humanité, parce qu'il y aura des régions dans le monde qui seront invivables à cause du dérèglement climatique. Et c'est aussi très important pour les autres espèces vivantes, car elles ont besoin d'un habitat qui leur convient. Et on est liés aux autres espèces vivantes, donc indirectement ça nous impacte nous aussi. Parti communiste, Insoumis, Europe Écologie Les Verts ou simples citoyens, les milliers de manifestants ont défilé côte à côte. Également présents, de nombreux gilets jaunes venus de toute la région, tout en insistant sur leur volonté de rester apolitique. Je vois que cette manifestation, il y a des tentatives de récupération, il y a le PCF qui est là, la France Insoumise. Or, nous les gilets jaunes, nous sommes un mouvement apolitique, nous resterons un mouvement apolitique. Parti du parc Jean-Marie Pelt, la manifestation s'est ensuite dirigée vers le centre-ville, en contournant le périmètre de sécurité, jusqu'à se rassembler sur la place de la République, aux abords d'un centre-ville rendu totalement hermétique par les barrages policiers. Et certains manifestants n'ont pas hésité à tenter d'engager un dialogue avec les forces de l'ordre. C'est des gens comme nous, ils ont un devoir de réserve, c'est certain, ils sont dans le service public, mais néanmoins servir une cause qui est si injuste, on aimerait bien qu'ils nous rejoignent, tout simplement. En fin d'après-midi, la manifestation s'est dispersée dans le calme, sans débordement. Le G7 Environnement se poursuit à Metz jusque lundi soir. Tout à fait autre chose, de simples PV pour les petits excès de vitesse. Un élu de Haute-Garonne propose d'assouplir les sanctions pour les excès de vitesse à 80 km/h. Au lieu d'avoir un point qui soit retiré du permis, accompagné d'une amende pour les excès de vitesse entre 1 et 9 km/h, cet élu propose simplement un rappel à la loi. Au bout de 2 rappels, la faute serait sanctionnée. Le but, c'est de responsabiliser les conducteurs et de remettre de la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont favorables à cette mesure et si cette proposition était retenue, les modalités devraient être décidées entre la police et les pouvoirs publics. Reportage de Julie Darling pour Via Occitanie. Et si les PV n'existaient plus pour les petits dépassements de vitesse sur les routes à 80 km/h? C'est l'idée d'un député marcheur de Haute-Garonne. Pour les dépassements compris entre 1 et 9 km/h, il suggère de faire aux automobilistes un simple rappel à la loi. Demain, avec cette proposition, la personne recevra le même type de courrier, mais en lui spécifiant que pour cette fois, il s'agit de la première fois pour laquelle elle a été prise en infraction. On l'appelle à être vigilant, à respecter la loi pour ne pas être sanctionné la fois suivante où là, la sanction va s'appliquer. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une simple idée évoquée en séminaire gouvernemental, faire de la pédagogie plutôt que de punir. Une mesure largement contestée par le président de la Ligue contre la violence routière de l'Hérault. 75% des conducteurs ont
leurs 12 points de permis et aujourd'hui, la majorité des conducteurs respectent la limitation et il ne faut pas céder justement à la démagogie ambiante, donc comme le fait ce député. Aujourd'hui, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, c'est 68 € d'amende et un point retiré sur le permis. Toujours sur les routes, mais c'est celle du périphérique. L'avenir du périphérique parisien, de nouveau en débat. Chaque jour, 1,2 million de véhicules circulent sur ce boulevard. Pour réduire ce chiffre, un plan de bataille va bientôt s'engager. Les élus de partis de toutes tendances confondues sont en train de boucler un rapport avec des mesures chocs. Des mesures chocs décrites par ce reportage de Sébastien Côté de Via Grand Paris, notre partenaire sur place. Chaque jour, 1,2 million de véhicules circulent sur le boulevard périphérique. Pour réduire ce chiffre, un plan de bataille va bientôt s'engager. Les élus de Paris, toutes tendances confondues, sont en train de boucler un rapport avec des mesures chocs. Proposition numéro 1, abaisser la vitesse maximale de 70 à 50 km/h, soit la même limitation qu'en ville. Objectif, améliorer la fluidité du trafic. Autre préconisation, la réduction du nombre de voies. Le boulevard passerait de 4 à 3 voies. L'une serait réservée exclusivement au transport en commun, au covoiturage et aux véhicules propres. Qu'on réduise la circulation sur le périphérique à 50 km/h alors que la moyenne est à 30 km/h n'a rien de choquant. Que l'on puisse réserver une voie aux bus, aux véhicules propres et au covoiturage me paraît une bonne idée. Simplement, je pense qu'il y a un problème d'échelle. C'est que Paris ne peut pas décider seul. Il faut décider ça avec les communes riveraines. C'est un sujet métropolitain, c'est un sujet régional. Et là, dans la gouvernance, il faut que Paris apprenne à travailler avec les autres. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité. Premiers opposants, les associations d'automobilistes. Aujourd'hui, posséder une voiture, venir à Paris en voiture est devenu le symbole du mal, le symbole de celui qui n'est pas écolo. En divisant par deux les voies de circulation et en limitant la vitesse, on va créer un effet d'entonnoir supplémentaire, créant des bouchons supplémentaires sur toutes les autoroutes qui vont conduire aussi à ce boulevard périphérique. Donc projet catastrophique. Le rapport final doit être remis à Anne Hidalgo le 21 mai prochain. Les mesures pourraient être mises en place entre 2020 et 2030. Voilà, maintenant si vous souhaitez migrer, vous avez l'obligation de migrer vers le nord de notre pays. Regardez ce reportage. Que diriez-vous d'une prime de 5 000 € pour acheter votre première maison? En Picardie, des communes proposent cette aide pour l'achat de biens immobiliers qui peinent à trouver acquéreur. Une belle opportunité aussi pour relancer l'attractivité de ces communes. Les explications de William Rouzet qui s'est rendu à Crécy-sur-Serre dans l'Aisne. Regardez. Maison cherche acquéreur. En Picardie, des communes proposent une prime de 5 000 € à l'achat de certains biens immobiliers qui peinent à être vendus. Comme cette maison de 130 mètres carrés. C'est une maison petit prix. On a moins de 100 000 € sur cette maison. C'est un budget rénovation qui va représenter plus ou moins 20 000 €. Donc c'est vrai que cette aide de 5 000 € peut faire clairement la différence. Un coup de pouce pour éviter que ces habitations, inoccupées depuis plusieurs années, ne deviennent insalubres. Oui, elle va nécessiter et même mériter des travaux comme les revêtements muraux qu'on peut voir, l'électricité qui est à revoir. Pour bénéficier de cette aide, deux conditions. Être primo-accédant dans la région et le bien concerné doit être en vente depuis plus de 3 ans. À 5 km de là, dans la commune voisine, la mesure a déjà séduit un couple. Une maison de 115 mètres carrés pour 35 000 €. Ça, c'est la première maison qui a été vendue sur le territoire. Le bien nécessite une rénovation complète pour un montant d'environ 30 000 €. Le chèque a donc décidé le couple à acheter. Un signe encourageant pour le président de la communauté de communes qui souhaite dynamiser son territoire. Chez nous, il y a la fibre optique, il y a un réseau téléphonique, il y a des écoles et il y a une couverture médicale. Donc le message, il est aussi mettre un coup de projecteur et venez habiter chez nous. Une initiative vue d'un bon œil par les habitants et commerçants. Et ça compte donc, voilà pour vous. En tant que commerçant, ça va m'amener des gens qui vont être plus près du centre ou des choses comme ça peut être que oui, positif. De donner un petit peu une plus-value aussi sur le village et puis le développement économique, je pense que c'est une bonne chose. Depuis quelques jours, les 42 communes du Pays de la Serre ont mis en place ce dispositif. Plus d'une centaine de maisons sont concernées. Dans le Morbihan maintenant, la spiruline marine, ce concentré végétal marin, n'a pas fini de donner des idées à celle qu'il a mise au point il y a 5 ans. Après les compléments alimentaires, les cosmétiques et la thalassothérapie, c'est désormais au tour des huîtres d'en être agrémenté. D'ici quelques mois, vous pourrez en effet déguster des huîtres enrichies en protéines et en saveurs. Reportage de Karine Chevrelier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne.
Le golfe du Morbihan, c'est le terrain de jeu de Marie-Gabrielle Capodano. Il y a les huîtres, mais aussi et surtout la spiruline à l'eau de mer, un concentré végétal marin riche en nutriments qu'elle a mis au point en 2012. La spiruline, elle a plus de 50% de son poids qui sont des protéines, et des protéines parfaitement assimilables par l'homme. Quand vous développez un micro-organisme dans l'environnement marin, ce micro-organisme s'enrichit des vertus de la mer. C'est donc un booster du système immunitaire. Vous palliez à toutes les carences de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. La spiruline conventionnelle, elle n'a pas vraiment de goût, pas vraiment d'odeur. Celle-là, elle explose en bouche. Une saveur iodée très prononcée, un aspect qui a poussé la productrice à associer la spirumarine aux huîtres. Plus de 2 ans de recherche lui ont permis de mettre au point une technique d'affinage. On vient prélever de la matière première, donc le cœur de récolte. On va venir le chercher dans un contenant ainsi. On va le passer à travers une maille très fine. On va récolter la spiruline marine. Et je vais aller nourrir le bassin de spiruline marine. Et l'huître va la manger. Plus vous en mettez, plus l'huître va la consommer, plus elle va verdir et plus elle aura le goût iodé. Les huîtres de jade pourront être dégustées début juillet prochain au sein de la future ferme pédagogique. Et la spirumarine n'a pas fini d'alimenter les idées de cette amoureuse de la mer. Un nouveau laboratoire de production va voir le jour sur la presqu'île de Ruisse, où 1,5 tonne de cet or vert seront produits par an. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre avec la une de Vaucluse ce matin, des dégâts et un record de vent battu. Il s'agit d'intempéries très fortes. Des rafales à près de 130-150 km/h et moins 25 degrés ressentis hier au Ventoux. Le violent Mistral qui a soufflé dans la Drôme et le Vaucluse a fait des dégâts, 2000 foyers privés d'électricité, des arbres déracinés. À Carpentras, c'est un mur qui s'est effondré sur des voitures. À Marseille, un arbre coupé en deux par le vent est tombé sur la Canebière, entraînant la coupure de la ligne de tramway. Plusieurs manifestations ont également été annulées. Et puis dans la métropole lilloise, c'est les nappes phréatiques qui connaissent une situation critique. C'est à la une de Nord-Éclair. Nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines. Le niveau de la nappe phréatique du sud de l'île, qui alimente la majeure partie de la métropole, a atteint un seuil dangereusement bas, notamment à cause de la sécheresse. Prendre des mesures de restriction d'eau dans le nord, et ce, dès le mois d'avril, c'est historique. Pourtant, au vu de la nappe phréatique, donc dans certains secteurs du département, le préfet du Nord, Michel Lalande, s'est vu contraint de placer le département en alerte sécheresse. Résultat, il est interdit de laver les voitures en dehors des centres spécialisés qui recyclent l'eau. L'arrosage des pelouses et des terrains de sport doit être limité. Enfin, pour les agriculteurs, l'irrigation est interdite entre 11h et 17h. Et puis à la une du Dauphiné, un des journaux du groupe EBRA, c'est une interview de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT aujourd'hui. Voilà, emploi, apprentissage ou écologie du quotidien. Édouard Philippe réuni ce matin à Matignon, élus, partenaires sociaux, acteurs associatifs, autour de plusieurs priorités, des grands chantiers devant faire l'objet d'une mobilisation nationale. Nous vous attendons les preuves, déclare ce matin dans cette interview Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui sera donc ce matin reçu bien sûr à Matignon. Le gouvernement devra être courageux à lire donc dans le Dauphiné libéré. Et puis dans Midi Libre, dirigé par Olivier Biscay, la rédaction, ils répondent à Emmanuel Macron, c'est 4 pages spéciales ce matin. 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, Midi Libre a interrogé des citoyens d'Occitanie. Au menu, que pensez-vous des promesses du président? Êtes-vous content, satisfait? Retraités, enseignants, énarques ou encore maman solo? Tous répondent aux questions de Midi Libre, 4 pages spéciales à lire ce matin. Et puis on en parlait en début de JT avec ce reportage dans les coulisses du G7, et c'est le républicain Lorrain qui fait sa une là-dessus ce matin. Voilà, dans les coulisses, les ministres de l'Environnement, notamment François de Rugy, bien sûr pour la France, étaient réunis hier à Metz pour avancer sur des actions concrètes sur la biodiversité. Objectif, signer notamment une charte de la biodiversité avant la publication imminente d'un rapport international très attendu. Cette charte est censée engager les pays signataires à agir pour la protection des espèces animales et végétales. Merci Saveria. On vous retrouve en troisième partie pour Territoire Sénat. Tout de suite, c'est le Club de la Presse, Hubert Coudurier du Télégramme, Samuel Ribaud de l'ALP. À tout de suite.
Bonjour Hubert Coudurier, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme, président de TBO et de TB Sud, les deux chaînes TNT de Bretagne. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Et bonjour Samuel Ribaud, vous appartenez à l'agence locale de presse, une agence qui travaille pour la presse quotidienne régionale. D'ailleurs, papier 2, la LP dans Midi Libre aujourd'hui, concernant ce procès qui s'ouvre, le procès de la vague de suicides à France Télécom. Pendant 2 mois, les juges vont tenter de faire la lumière sur les effets de cette politique managériale agressive mise en place par la direction de l'entreprise entre 2005 et 2008. Est-ce que ça va être le procès d'un homme, Didier Lombard, qui était le PDG de France Télécom à l'époque? Il va falloir incarner l'accusation. Donc Didier Lombard sera en première ligne puisqu'il était PDG et qu'on va lui reprocher d'avoir impulsé une politique managériale dénoncée par les syndicats et malheureusement dont certains effets ont été prouvés par les faits. Maintenant, ce sera plus le procès d'un système, ce sera probablement, vu le contexte actuel, le problème d'une école de pensée économique, politique, sociale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ce drame, il y a 19 suicides qui ont été reconnus comme tels par l'instruction, 12 tentatives, des cas de dépression avérés, et ce sont quand même les humains qui seront au centre de ce procès. Je rappelle par ailleurs que les dirigeants du groupe France Télécom d'alors sont poursuivis pour harcèlement moral. Pourquoi jusqu'au 12 juillet? Pourquoi si long? Parce que l'instruction elle-même a été très longue, parce que vous avez une trentaine de cas répertoriés, parce que c'est une enquête, et c'est ce qui nous intéresse ici dans le cadre de cette émission, entre autres, qui a été menée sur l'ensemble du territoire. Il y a 17 services de police judiciaire qui ont été mobilisés, des entretiens, des interrogatoires qui ont été menés sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment un dossier tentaculaire. France Télécom, c'était plus de 100 000 salariés à l'époque, donc ça concerne toutes les régions, de la Bretagne à PACA, en passant par la région centre, l'Est. Voilà, c'était vraiment une des entreprises emblématiques. La Bretagne. Non, mais on est dans le summum du politiquement correct, là, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est une entreprise qui avait 68 milliards de déficit, que Didier Lombard a réduit à 35 milliards. C'est une entreprise qui aurait pu disparaître comme British Telecom et qui a été sauvée, notamment en achetant des licences à l'étranger qui ont donné lieu au groupe Orange. Sauf qu'à l'époque, Lionel Jospin ne voulait pas procéder par échange d'actions, ce qui a accru l'endettement de l'entreprise. Michel Bon puis Didier Lombard ont été des visionnaires. Ils ont transformé cette entreprise de fond en comble. C'est vrai qu'il y a eu énormément de bouleversements dans l'entreprise et de bouleversements des habitudes des salariés, notamment par des affectations et des déplacements géographiques. Il faut comme... Bon, il y a eu 35 suicides durant cette période. C'est pas plus qu'à la SNCF. Mais malheureusement... 39 victimes, disent les juges. Voilà, donc il y a cette nuance-là. Mais le problème, si vous voulez, c'est que Didier Lombard est un ingénieur, visionnaire, mais de cette caste, si vous voulez, qui ont fait l'industrie française, arrogante et même totalement... inculte en matière de communication, parce qu'il a été jusqu'à parler de la mode des suicides. Donc on ne peut pas avoir une réaction plus débile, et effectivement tout le monde lui est tombé dessus. Sarkozy à l'époque l'a laissé tomber pour nommer son ami Stéphane Richard, beaucoup plus plastique, rassurant, qui est toujours d'ailleurs, et qui est toujours, et c'est pour ça que on ne peut pas, effectivement, ça s'inscrit aussi dans une évolution du droit du travail sur la notion de harcèlement moral. On ne peut pas nier cette évolution, mais on ne peut pas enlever aussi que ces grands commis de l'État ont fait l'industrie française qui est en train de se déliter aujourd'hui. Pour atteindre ces objectifs, est-ce qu'il fallait faire ça, au fond? C'est ce qui est intéressant, parce qu'on peut parler de politiquement correct, mais on peut aussi se plonger dans le dossier. Et dans le dossier, ce qu'on voit, c'est absolument pas du politiquement correct ou incorrect. Ce qu'on voit, c'est une entreprise de déstabilisation des salariés qui est organisée, qui est planifiée, qui est structurée. On a créé une école du management où on apprenait aux managers comment faire craquer les salariés. On avait organisé des tableaux sur lesquels étaient inscrits les mauvais élèves. On envoyait des mails quotidiens pour expliquer aux gens qu'il était temps qu'ils quittent l'entreprise. Il fallait accélérer le départ d'un grand nombre d'agents de l'entreprise. C'était un des objectifs. Bien sûr, 22 000 personnes. Alors après, les objectifs, on les comprend. La question, c'est véritablement la manière dont sont menées ces politiques. Et il se trouve que dans le cas de France Télécom, ce que l'on lit du travail, je le rappelle, c'est quand même un dossier qui a 10 ans, donc il y a un énorme travail qui a été fait, et la vérité judiciaire sortira du procès, éventuellement de son appel, peu importe, on n'est pas là pour déterminer aujourd'hui les responsabilités, nous, à la place qui est la nôtre. Mais c'était un système organisé, c'était un système... Non, mais ça va bien au-delà, si vous voulez, de France Télécom. Aujourd'hui, dans l'audiovisuel public,
et dans des chaînes dont je ne citerai pas le nom, se pose la même question. Comment faire évoluer pour le management des chaînes? Comment changer les habitudes, notamment passer au web, avoir une dimension multimédia, sans bousculer les salariés et sans tomber dans le reproche du harcèlement moral. La question, Samuel Ribaud, Hubert Coudurier, est-ce que c'est pas au fond, est-ce que ce procès qui arrive en France, on voit la période que ça a concerné, donc de 2009, est-ce que dans un autre pays, ça pourrait arriver, par exemple aux États-Unis, est-ce que ce genre de procès pourrait avoir lieu? Ce qui s'est produit aussi, c'est qu'on avait quand même une sorte de mastodonte de la fonction publique, dont la culture était la culture de la fonction publique, et comme toujours dans ce type de dossier, il y a une conjonction de phénomènes qui était imprévisible, et là il y a eu ce choc entre la culture du service public, la culture managériale la plus pure, la plus dure, et la plus, comment dirais-je, celle qui emploie les moyens les plus difficiles, les plus violents, et cette collision a entraîné effectivement chez les personnes les plus fragiles des... C'est vrai, ce que dit Samuel est vrai. C'est devenu une entreprise capitaliste insérée dans la mondialisation, et c'est ce qui a sauvé l'entreprise. Alors que c'était les PTT, quoi. Oui, ça s'est fait exactement. Et il y a eu une conjonction à l'époque aussi des syndicats de la Poste qui en ont profité pour s'opposer aux réformes qu'on voulait leur imposer, qui se sont tout de même faites. Et les ingénieurs qui sont à l'origine de l'industrie française n'étaient absolument pas formés aux méthodes de communication et aux méthodes managériales et sociales qu'il aurait fallu employer. Ça fait 10 ans à peu près. 10 ans. Est-ce qu'au fond, la société n'a pas beaucoup évolué aussi sur ces problématiques? Ça pourrait plus avoir lieu aujourd'hui, ce type de Les objectifs de rentabilité et le fait de recourir au levier de la masse salariale en priorité, c'est pas nouveau, ça risque pas de s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que ce dossier a constitué un précédent, que derrière, les organisations ont réfléchi, que je pense qu'on avait atteint le paroxysme de ce que pouvait représenter la violence ressentie par les salariés dans le cadre d'un plan de départ, qui d'ailleurs ne disait pas son nom, il s'agissait de sortir les gens sans PSE et sans plan de départ. Donc je pense que ça a eu un effet, effectivement, sur les politiques qui ont été menées par la suite, mais le fond qui consiste à utiliser la masse salariale comme levier d'ajustement, il n'a pas disparu. Qu'est-ce que vont dire les victimes, là? Et qu'est-ce qui peut être fait pour réparer ces préjudices forts? Il ne faut pas non plus exagérer. Les victimes elles ne sont pas toutes victimes des méthodes de management. Je veux dire, il y a eu aussi des suicides au procès lui-même, malheureusement, sont le fait de leur vie personnels et qui ne sont pas toutes imputables à l'entreprise. Tous les suicides qui ont été retenus comme tels par l'instruction, 19, voilà, les gens ont tous laissé soit des courriers, soit ont appelé des proches juste avant de mourir. Il y en a un qui était au téléphone avec un responsable syndical et qui lui a dit, et c'est dans le dossier, le train arrive, et il a fini par se jeter sous un train. Donc les liens de causalité... 8 cas de dépression d'ailleurs. Oui, mais quand on parle de dépression, ce sont des dépressions majeures. Mais pour revenir à votre question, le procès, comme toujours, il aura un effet cathartique. On va pouvoir parler, on va pouvoir voir ceux qui sont accusés, on va pouvoir écouter les arguments des uns et des autres, on va avoir droit à un débat contradictoire, probablement très long, probablement très technique, mais c'est la grandeur de l'institution judiciaire que de pouvoir, effectivement, entendre tous ceux qui ont été victimes, tous ceux qui sont auteurs réels ou présumés. Et juste, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, que j'avais pas eu le temps de terminer, l'accusation d'homicide involontaire a été écartée au cours de l'instruction. Donc on est vraiment sur du harcèlement moral. Et je pense que c'est important par rapport à votre question initiale concernant Didier Lombard et l'ensemble de l'état-major de France Télécom. Ces gens-là sont poursuivis pour avoir organisé un harcèlement et certainement pas pour avoir poussé des gens au suicide. C'est différent. Qu'en est-il aujourd'hui d'Orange, puisque ça s'appelle comme ça, France Télécom de l'époque s'appelle Orange aujourd'hui. Comment ça s'y passe, Hubert Coudurier? Comment elle fonctionne, cette entreprise? C'est le 7e groupe mondial. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a eu une libéralisation des télécoms. Les gens dont on parle et qui sont accusés étaient les inventeurs du Minitel, mais vous avez eu l'apparition de Free et d'un certain nombre de concurrents. Maintenant, on parle de Huawei, le chinois. Je crois que Orange, aujourd'hui, est une entreprise qui a su s'adapter à la mondialisation. Un petit mot sur votre chronique, celle d'un livre sur Gérald Darmanin. Tout restera en famille. C'est le fils spirituel de Nicolas Sarkozy dont il est question dans ce livre. Vous vouliez en dire un mot? Non, juste parce que ce livre est intéressant, parce qu'il montre, si vous voulez, le triangle entre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et finalement Gérald Darmanin, surnommé Darmalin par les gens de droite qui lui en veulent.
et qui finalement, Darmanin est le fils spirituel, est devenu une sorte de fils spirituel de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dont on peut se demander, ou en tout cas c'est Rachida Dati qui lui a posé un jour la question, s'il n'était pas instrumentalisé par Emmanuel Macron pour accroître la division de la droite. C'est un livre qui est assez savoureux, avec pas mal d'anecdotes, sur la manière dont la droite aujourd'hui... Ludovic Vigogne, Ludovic Vigogne de l'Opinion qu'il a écrit, sur la droite a du mal à sortir, même si son score progresse aux européennes sous l'impulsion de François Bellamy, elle a quand même du mal à sortir de l'étau dans lequel Macron l'a enserré. Voilà, votre chronique sur ce livre, hein, Tout restera en famille, dans le Télégramme. Merci Hubert Couvion, vous restez avec nous, hein, puisque tout à l'heure, nous allons débriefer l'actualité et également les propos de notre invité politique. Tout à l'heure, dans Territoire d'Info, Manon Aubry, qui est tête de liste de la France Insoumise aux Européennes. Elle sera là en direct sur ce plateau. Samuel Ribaud, vous restez également avec nous pour cette séquence tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller regarder ce qui se passe du côté du temps, de la météo qui s'améliore un peu parfois, mais il fait quand même très très froid, vous allez le voir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, Manon Aubry sera notre invitée. Elle était de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Tout de suite, on va aller regarder ce qui se passe du côté du reste du monde. Avec le zappement de TV5 Monde, on sera en Russie avec les images de l'atterrissage d'un avion. Vous allez le voir en feu à Moscou. 78 personnes étaient à bord. Il y a 41 morts. Et puis, on sera également au Bénin, où le corps du guide de 2 Français a disparu dans le parc naturel de la Pendjardi. Ce corps a été retrouvé. Par contre, la thèse de l'enlèvement pour les 2 touristes français se précise. On se retrouve juste après, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. L'avion s'est embrasé au cours de son atterrissage d'urgence à l'aéroport de Moscou. Un atterrissage qu'il semble rater une première fois avant de replonger vers la piste. C'est à cet instant, en touchant le sol, qu'il prend feu. Quelques minutes avant le drame, l'avion avait décollé de Moscou en direction de Mourmansk et très vite, l'équipage a décidé de faire demi-tour. Après avoir signalé une anomalie, aucune explication pour l'instant sur la nature du problème que l'avion aurait pu avoir en vol. Ses réservoirs étaient pleins, ce qui pourrait expliquer la rapidité de l'incendie. Une gerbe de flammes d'où ont réussi à s'échapper par les toboggans avant les rescapés de l'accident. C'est dans l'est du Burkina Faso, à moins d'une centaine de kilomètres de la frontière avec le Bénin, que le véhicule du guide des 2 touristes a été retrouvé, incendié. C'est en tout cas ce qu'affirme un responsable béninois, une source sécuritaire citée par l'agence de presse Reuters. Les Français et leur accompagnateur, un professionnel respecté de tous, ont disparu mercredi après-midi, ici, dans le parc national de la Pendjardi, au nord du Bénin, alors qu'ils faisaient un safari. Samedi, les autorités béninoises ont annoncé y avoir retrouvé le corps d'un homme noir en état de décomposition avancée. C'est confirmé qu'il est mort. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus affaire qu'il est perdu parce qu'ils ont retrouvé son corps. Notre collègue est mort. Deux mètres carrés, pas de fenêtre, et pourtant c'est ici que je vais passer la nuit. On est à Lucerne, dans le premier hôtel capsule de Suisse. Petit tour du propriétaire. Au 5e étage de cet immeuble, un hôtel sans réception. Arrivée et départ sont automatisés.
Sur 60 mètres carrés, 18 microchambres individuelles, des capsules. Inventé au Japon il y a 40 ans, le concept s'adressait à l'origine aux hommes d'affaires ne pouvant pas rentrer chez eux. Dans sa version helvétique, l'hôtel capsule vise les petits budgets, comptés entre 46 et 50 francs suisses la nuit. Camembert de Normandie est une appellation d'origine protégée qui impose notamment 50% de lait en provenance de vaches normandes. Mais les industriels ne respectent pas cette obligation. Alors, pour faire authentique et pour égarer le consommateur, ils ont déplacé les usines en Normandie afin de pouvoir inscrire sur la boîte « Fabriqué en Normandie ».